Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la petite ville rurale de Willow Creek, nichée entre des collines verdoyantes, des forêts anciennes et les eaux paisibles de la rivière Hazel, le temps semblait couler plus lentement. C'était un endroit où l'on connaissait le nom de chaque voisin, où les portes restaient entr'ouvertes en été, et où le bruit du vent dans les arbres remplaçait les klaxons des grandes villes. Là vivait Emily Carter, une jeune femme à la chevelure auburn souvent tressée en une natte lâche, et aux yeux noisettes empreints d'une douceur que la vie n'avait pourtant pas épargnée. Emily avait grandi dans une modeste maison en bois, construite de main d'homme par son père avant qu'un accident de tracteur ne le fauche trop tôt, alors qu'elle n'avait que 8 ans. Depuis, les souvenirs de son père restaient vivants dans chaque planche grinçante du porche, dans les outils rouillés suspendus à la grange, et dans les silences tendres de sa mère, Sarah, une femme usée mais digne, dont les mains calleuses racontaient plus que 1000 discours. La maison des Carter était entourée de champs de maïs doré qui s'étendaient à perte de vue l'été, puis disparaissaient sous la neige des novembre. L'air, chargé de poussière, de labeur et d'espoir, portait les cris des enfants qui jouaient pieds nus dans les prés, les aboiements des chiens, et le chant lointain des cloches de l'église le dimanche matin. Emily ne se plaignait jamais. Elle se levait chaque jour à l'aube pour traire la vache, couper du bois, s'occuper du potager, et veiller sur ses 2 jeunes frères, Jake, rêveur et passionné de dessin, et Tommy, encore trop petit pour comprendre la dureté du monde. L'école, elle la rejoignait l'après-midi, après les corvées, toujours avec un cahier taché de boue et un stylo qu'elle gardait précieusement comme un talisman. Ses professeurs admiraient son intelligence et sa curiosité, bien qu'ils sachent qu'Emily aurait peu de chances d'aller à l'université. Malgré la pauvreté, les gens de Willow Creek respectaient Emily. Elle aidait les anciens du village, gardait les enfants des autres familles, cousait des robes usées pour les réparer, et n'hésitait pas à défendre une voisine face à l'injustice. Elle avait ce sens aigu de la justice, hérité de son père, et cette tendresse qu'elle tenait de sa mère. Mais au fond de son cœur, Emily rêvait. Elle rêvait d'un monde plus vaste, d'un avenir où elle serait libre d'écrire sa propre histoire. Elle voulait étudier la littérature, voir la mer, sentir le tumulte d'une ville qui ne dort jamais. Mais le destin semblait sourd à ses ambitions, comme si les chaînes de la terre l'empêchaient de s'élever. Puis vint l'hiver le plus dur que le village ait connu en 10 ans. Les premières gelées arrivèrent en octobre, détruisant les dernières récoltes. Le bétail tomba malade, les réserves s'amenuisèrent, et la ferme des Carter sombra peu à peu dans le silence de la survie. Sarah, épuisée par des années de travail sans répit, fut clouée au lit par une bronchite sévère qui dégénéra en pneumonie. Les factures médicales s'empilaient sur la table de la cuisine. Les voisins, bien que compatissants, n'avaient pas assez pour aider longtemps. C'est alors que le conseil du village, composé de quelques anciens et du pasteur local, se réunit discrètement. Ils évoquèrent un homme récemment installé à Willow Creek, David Blake, un jeune ouvrier venu de l'état voisin, embauché à la scierie et vivant seul dans une cabane près des bois. Discret, poli et travailleur, David avait gagné le respect silencieux des hommes du village. Il n'était ni riche, ni influent, mais il semblait stable, et surtout, prêt à assumer des responsabilités. Une proposition fut faite à Sarah, marier Emily à David. Ce mariage, arrangé dans la tradition ancienne que le village appliquait encore parfois par nécessité, permettrait à la famille Carter de recevoir une aide financière, de soulager la dette, et d'assurer un avenir sûr à Emily. La jeune femme, elle, ne fut pas vraiment consultée. On lui présenta la chose comme une solution. Une fatalité. Une obligation. Le cœur d'Emily se serra lorsqu'elle vit sa mère, les larmes aux yeux, lui prendre les mains et lui dire d'une voix tremblante. « Ce n'est pas ce que je voulais pour toi, mais je n'ai plus la force de te protéger, ma fille. » Emily n'avait jamais rencontré David Blake, sauf une fois, brièvement, alors qu'elle livrait du pain à la scierie. Il l'avait saluée poliment, sans insister. Il portait une chemise usée, avait les mains abîmées par le travail, et un regard étrange, à la fois doux et distant. Se marier avec un inconnu, renoncer à ses rêves, sacrifier sa liberté, tout cela semblait injuste. Mais en voyant les joues creuses de ses frères, les médicaments trop chers sur la table, et le désespoir voilé dans les yeux de sa mère, Emily comprit qu'elle n'avait pas le luxe du choix. Et c'est ainsi, le cœur lourd mais la tête haute, qu'elle accepta ce mariage arrangé. Non par amour, mais par devoir. Elle n'avait aucune idée que ce pauvre ouvrier était en réalité l'héritier d'une fortune colossale, et que cette décision allait bouleverser sa vie bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Le mariage d'Emily et David se déroula par un matin gris et froid,
dans la petite chapelle en bois de Willow Creek. Il n'y avait ni fleurs ni grande fête, seulement quelques bancs usés, le pasteur Johnson récitant les vœux d'une voix rauque, et une poignée de visages familiers assis dans le silence. Emily portait une robe simple, cousue par sa mère à partir de 2 anciennes robes réunies, et un bouquet de marguerites cueillies au bord de la rivière. David, vêtu d'un costume gris trop large pour lui, semblait à la fois calme et étrangement attentif à chaque geste d'Emily, comme s'il lisait quelque chose en elle que les autres ne voyaient pas. Ils échangèrent des vœux sobres mais sincères. Il n'y eut pas de baisers enflammés, ni de promesses enflammées. Juste un regard soutenu, profond, une poignée de mains légèrement tremblante et un engagement silencieux. Faire au mieux, malgré les circonstances. Les premières semaines furent empreintes de gêne et de prudence. Emily ne savait pas comment se comporter avec cet homme qu'elle connaissait à peine. Elle s'attendait à partager sa vie avec un ouvrier rustre, peut-être bourru ou distant. Mais David ne correspondait pas à cette image. Il se révélait d'une politesse délicate, presque ancienne. Il la remerciait pour chaque repas, ouvrait la porte sans y penser, lui demandait si elle voulait un thé avant même qu'elle ait froid. Il ne s'imposait jamais, ne forçait aucune intimité. Chaque soir, il posait un livre sur la table de chevet, parfois un roman, parfois un recueil de poésie, et lui demandait si elle voulait qu'ils lisent ensemble. Émilie, méfiante au début, se prit au jeu. Jour après jour, elle découvrit un homme différent de ce qu'elle avait imaginé. David parlait peu de lui, mais il écoutait avec une attention rare. Quand elle évoquait ses rêves d'université, de littérature, ou même ses souvenirs d'enfance avec son père, il ne riait pas, ne jugeait pas, il demandait simplement. « Et si tu pouvais y aller maintenant, qu'est-ce que tu étudierais ?» Il semblait savoir des choses qu'un simple ouvrier n'était pas censé connaître. Il citait des auteurs, parlait de philosophie, connaissait l'histoire de lieux dont Émilie n'avait même jamais entendu parler. Il réparait les outils avec une précision méticuleuse, cuisinait mieux que n'importe quel homme du village, et dessinait parfois en silence sur un carnet qu'il cachait ensuite dans un tiroir. Émilie se surprit à l'observer la nuit, lorsqu'il lisait sous la lumière jaune d'une lampe à pétrole. Il y avait en lui une solitude profonde, mais aussi une paix intérieure, comme s'il portait un secret lourd qu'il avait accepté de vivre sans fuir. Et puis, un matin de fin d'hiver, tout bascula. Ils marchaient ensemble sur la route principale du village, leurs bottes laissant des empreintes dans la boue fondue. David tenait la main d'Émilie avec une douceur protectrice. Le soleil timide filtrait à travers les nuages quand, sans prévenir, une limousine noire aux vitres teintées s'arrêta brusquement devant eux. La portière arrière s'ouvrit, et 2 hommes en costume sombre en descendirent. Leur allure contrastait violemment avec le décor rustique de Willow Creek. Ils portaient des lunettes de soleil malgré le ciel couvert, et marchaient avec une précision presque militaire. Eleundeux prononca un nom qui glaca eler. Monsieur David Sinclair, votre père vous demande de revenir immédiatement. Émilie sentit la main de David se raidir dans la sienne. Il ferma les yeux un instant, inspira longuement, puis se tourna vers elle. « Je voulais t'en parler plus tôt, murmura-t-il. Mais je ne savais pas si tu m'écouterais encore après ça. » Ils s'assirent sur le banc devant la boulangerie du village, et David parla enfin. Il raconta qu'il était en réalité David Alexander Sinclair, unique héritier du groupe Sinclair Holdings, un conglomérat industriel présent sur 3 continents. Son père, Charles Sinclair, un magnate impitoyable de l'acier et de l'énergie, avait tenté toute sa vie de modeler David à son image. Mais David, las de ce monde de manipulation, de mariages arrangés entre puissants et de sourires mensongers, avait tout abandonné. Il avait changé de nom, fui les projecteurs, et cherché un lieu où personne ne le connaissait. Un endroit où il pourrait aimer ou être aimé sans condition. Emily resta silencieuse un long moment. Elle regardait les champs au loin, encore endormis sous le givre. Le vent soufflait doucement. Les passants s'arrêtaient, curieux, puis repartaient en murmurant. « Alors tout ça ?» dit-elle enfin, la gorge serrée. « C'était une épreuve ? Tu voulais me tester ?» David secoua la tête. « Non. Ce mariage. Je ne l'ai pas voulu au départ. Mais quand j'ai su que ce serait toi, j'ai accepté. Parce que, je t'avais déjà remarqué. Et j'ai voulu croire que, même si tout commençait mal, quelque chose de vrai pouvait naître. » Les jours suivants, le village fut en ébullition. Certains se sentirent trahis, d'autres jaloux. Des rumeurs circulèrent, des jugements tombèrent. Mais Émilie, elle, avait trouvé sa réponse. Ce secret,
aussi énorme fût-il, ne changeait rien à ce qu'elle avait vu de David. Il restait cet homme attentif, doux, sincère. Son regard n'avait pas changé. Et surtout, il l'avait respecté quand il aurait pu tout acheter. Elle l'aima pour cela. Non pas parce qu'il était riche, mais parce qu'au cœur de cette illusion, il avait su rester humain. Face à cette révélation, Émilie se retrouva confrontée à un dilemme déchirant, bien plus complexe qu'elle ne l'aurait imaginé. D'un côté, il y avait la simplicité de sa vie à Willow Creek, ses habitudes modestes, les visages familiers, la chaleur sincère des petites choses. De l'autre, un monde de privilèges insondables, d'appels en avion privé, de dîners où l'on parle en sourire codé, d'alliances familiales scellées autour de verres de cristal. Elle passa des nuits entières à fixer le plafond de leur chambre, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Était-ce vraiment David qu'elle aimait, ou bien l'image qu'elle s'était construite de lui? Pouvait-on aimer quelqu'un sans connaître ses fondations les plus secrètes? Et maintenant qu'elle les connaissait, pouvait-elle encore lui faire confiance? Mais chaque fois qu'elle doutait, elle se souvenait de ses gestes silencieux, de ses mots justes, de sa main serrée dans la sienne quand elle avait peur. David n'était pas ce monde de luxe, il en venait, mais il l'avait fui. Il n'était pas un héritier, il était un homme qui cherchait à redevenir humain. Alors, malgré les promesses étincelantes de cette nouvelle vie, la résidence secondaire à Cap Ferrat, les dîners d'État, les bijoux prêts à être portés, Émilie fit un choix simple, mais radical, elle choisit l'authenticité. Je ne veux pas devenir quelqu'un d'autre, David. Si je reste à tes côtés, c'est en tant qu'Émilie de Willow Creek. Et je veux que tu sois fière de ça. David, les yeux brillants d'émotion, lui répondit simplement. C'est pour cette femme-là que je me suis enfui de mon ancien monde. Mais leur union ne tarda pas à déranger. Les autres héritiers de la dynastie Sinclair voyaient en Émilie une menace, une inconnue sans titre, sans fortune propre, qui pouvait bouleverser l'équilibre établi depuis des générations. Certains l'ignoraient ostensiblement lors des galas, d'autres lui adressaient des sourires pleins de pitié ou de mépris. On glissait des rumeurs dans les couloirs, une villageoise, un caprice romantique, un obstacle qui l'éliminera bientôt. Les médias s'emparèrent de l'affaire. La roturière qui a conquis l'héritier rebelle. De la ferme à la fortune, l'ascension controversée d'Emily Cross. L'amour est-il encore possible quand le compte en banque dépasse le milliard? Émilie, souvent harcelée par les photographes et critiquée sur les réseaux sociaux, faillit plusieurs fois craquer. Mais elle tenait bon. Elle tenait bon pour David, pour elle-même, mais aussi pour toutes celles qu'on pensait illégitimes à cause de leurs origines. Peu à peu, elle apprit à marcher dans les couloirs dorés sans courber l'échine. Elle apprit les codes sans jamais trahir ses convictions. Elle refusait les robes hors de prix, mais portait fièrement des créations locales. Elle parlait au personnel des villas comme à des égaux. Et surtout, elle ne se laissa jamais enfermer dans le rôle décoratif qu'on avait voulu lui imposer. Elle créa une fondation au nom de sa grand-mère, pour financer les études des enfants de milieux modestes. Elle retourna à Willow Creek avec David pour inaugurer une école, fit restaurer la bibliothèque abandonnée du village et relança une coopérative agricole pour les familles en difficulté. Émilie devenait un pont entre deux mondes. Quant à David, il semblait renaître. Aux côtés d'Émilie, il avait enfin trouvé un ancrage, une vérité qui ne dépendait pas de son nom, ni de sa fortune. Il redécouvrait les plaisirs simples, faire du pain, se perdre dans la campagne, écouter la pluie contre les vitres pendant que sa femme lui lisait un poème. Ce mariage, forcé par les circonstances, devint une alliance puissante et lucide. Ils se disputaient parfois, comme tous les couples, mais leur conflit était honnête, sans manipulation, et toujours suivi d'un dialogue profond. Au fil des années, le monde cessa de les juger, ou du moins leur voix devint plus forte que les jugements. Les sceptiques se turent, les envieux se lassèrent. Ce qui avait commencé comme un contrat devint un amour solide, enraciné dans le respect et la confiance. Émilie et David prouvèrent qu'on peut venir de deux mondes que tout oppose, et bâtir ensemble un royaume de vérité. Car au fond, la plus grande richesse ne se trouve pas dans les héritages ou les palais, mais dans deux cœurs qui choisissent, chaque jour, de se reconnaître et de s'aimer.